Voilà, il est 14h05, je vous propose de démarrer, histoire de ne pas prendre trop de retard. Emmanuel et Olivier, qui sont mes partenaires sur ce webinaire, je vous invite à allumer vos caméras pour qu'on puisse vous identifier. Donc bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire donc, sur le Green Deal. Donc, comme je viens de le dire, donc, le pôle Mer-Bretagne Atlantique organise ce webinaire. Donc, pour la seconde fois, il y avait eu un webinaire de présentation des pré-calls, on va dire, du Green Deal en juin dernier. Voilà, et on avait promis de faire un second webinaire donc, quand les textes sortiraient. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc quelques règles de bonne conduite, si je peux dire. Donc merci de laisser vos micros éteints. Pour les questions, évidemment, si vous en avez, merci d'utiliser la petite cartouche. Donc questions, évidemment, on se chargera donc avec Emmanuel de les compiler et d'y répondre en fin de présentation. Il y aura une session de questions-réponses où on essaiera de répondre à un maximum de questions posées à l'écrit et de vous apporter des réponses claires. Si jamais, évidemment, vous avez des questions qui vous viennent après coup ou après lecture des textes, etc., vous n'hésitez pas, évidemment, à nous envoyer des questions par mail et évidemment, on se chargera de vous répondre. La présentation vous sera évidemment envoyée à l'issue du webinaire et le webinaire est actuellement enregistré et il sera disponible en replay via les réseaux du pôle Mer et ceux d'Accesski. Voilà, donc vous pourrez le retrouver assez facilement. Je fais un petit point rapide sur le pôle Mer-Bretagne Atlantique, donc pour vous rappeler que c'est un pôle de compétitivité donc, spécialisé dans l'innovation maritime. Donc un pôle de compétitivité, c'est un animateur de l'innovation dont le cœur du métier est l'accompagnement de projets collaboratifs innovants, donc collaboratifs entre entreprises et acteurs de la formation et de la recherche. Voilà, donc dans le but de participer au développement économique des territoires. Et dans le cas du pôle Mer-Bretagne Atlantique, ces territoires sont la Bretagne et les Pays de la Loire. Actuellement, nous avons 390 adhérents, dont plus de la moitié sont des PME. Nous avons accompagné 407 projets collaboratifs innovants, donc c'est très précis. Et donc, en 2020, nous avons passé les milliards d'euros d'investissement de R&D, dont plus de 310 millions de financement public dans le cadre de ces projets. Donc, nous accompagnons les projets maritimes autour de 6 domaines d'action stratégique: la défense, la sûreté et la sécurité maritime, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques et minières marines, les ressources biologiques marines, l'environnement et la valorisation du littoral, ainsi que les ports, la logistique et le transport maritime. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard pour vous montrer quelques thématiques qui rentrent bien dans l'ensemble de ces calls Green Deal et qu'on accompagne au pôle Mer. Donc, cet accompagnement qu'on vous propose pour le Green Deal s'inscrit dans l'offre de services Europe du pôle Mer, donc, qui consiste en un accompagnement de vos démarches donc, européennes, que ce soit pour l'identification des appels à projets, des opportunités, la recherche de partenaires. On peut évidemment vous aider à monter des dossiers, on peut apporter une expertise technique sur tel ou tel aspect, et on peut vous aider dans l'organisation du suivi de votre projet, parce que on sait que les démarches, quand il s'agit des projets européens, sont ardues. Donc, évidemment, nous sommes là pour vous accompagner. Et on le fait en concertation avec notre écosystème, que ce soit les membres du club partenaire, et j'en veux pour preuve ce webinaire organisé avec Absiski, qui est partenaire du pôle Mer, mais également avec l'ensemble des acteurs qui constituent les réseaux régionaux, des acteurs qui travaillent à échelle européenne, donc le réseau Noé en Bretagne et le Hub Europe en Pays de la Loire. Et évidemment avec l'appui des technopoles donc, en Bretagne et en Pays de la Loire également. Voilà, donc si vous avez la moindre question, vous revenez vers moi à l'issue. Donc aujourd'hui, voilà, c'était la petite introduction. Je vais très rapidement passer la main à Olivier Bardonnèche, donc d'Absiski, et à Emmanuel Bonnier qui vont vous présenter le Green Deal. Je reviendrai un petit peu sur les thématiques maritimes et on continuera à détailler un petit peu les calls. Voilà, et donc une session de questions-réponses en fin de webinaire. On a gardé
un bon 20 minutes, une demi-heure, hein, donc vous aurez l'occasion de poser des questions. Voilà, donc je vais passer la main à Olivier qui va partager sa présentation. Et c'est Emmanuel qui va prendre la parole au début. Merci Anaïs et bonjour à tous. Parfait. Donc c'est bon Olivier, je pense que c'est toi qui as la main. Très bien, donc je suis Emmanuel Bonnier, je vais prendre la parole très rapidement juste pour vous présenter rapidement Apsiski pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas la société. Donc Apsiski, on est un cabinet de conseil en stratégie et financement des activités de R&D. Olivier, tu peux passer à la deuxième slide. Donc on est aujourd'hui un peu plus de 70 collaborateurs. Majoritairement, alors dont une cinquantaine de consultants de profil plutôt scientifique, profil ingénieur ou docteur. Et on intervient donc sur plusieurs sujets. Tu peux passer déjà, merci, à la slide suivante. Donc voilà, vous retrouvez ici un panel des différentes expertises autour desquelles on est amené à intervenir. On commence par la partie montage de dossiers de financement, qui est justement le sujet piloté par les équipes d'Olivier qui va prendre la parole par la suite et qui va vous présenter le Green Deal. Donc on intervient, nous, à Apsiski, sur l'accompagnement au montage de projets, sur tous les dispositifs qui touchent au financement de la R&D, donc les dispositifs régionaux, nationaux et européens. Alors je dis R&D, mais ça couvre aussi les dossiers de financement en lien avec des projets d'investissement. C'est aussi un sujet d'actualité forcément actuellement, notamment dans le cadre des plans de relance, des appels à projets du plan de relance du gouvernement. Voilà, donc nous on intervient sur tous les aspects techniques, administratifs et financiers pour des projets individuels et collaboratifs. Ensuite, l'expertise suivante, management de projet et communication. Donc là, c'est plutôt pour des projets collaboratifs de recherche où on va accompagner les consortiums dans le management, le pilotage de leurs projets. On s'occupe forcément des reportings qui vont être demandés par les financeurs. Voilà, donc là, on est en général Apsiski sous-traitant de projets collaboratifs et on est même pour certains projets européens directement partenaires. Donc, on fait partie d'une quinzaine de projets collaboratifs actuellement, par exemple. Le petit icône suivant, donc Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation, une expertise pour tout ce qui tourne autour de la fiscalité de la recherche. Ça couvre également les statuts de gens d'entreprise innovantes, les agréments crédit d'impôt, etc. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc je passe rapidement. Autour de tout ça, on a un certain nombre de solutions logicielles qu'on a développées en interne, notamment une plateforme qui s'appelle Project Netboard, que certains d'entre vous connaissent peut-être, notamment via un accord cadre qu'on a mis en place depuis de nombreuses années avec France Énergie Marine. Donc Project Netboard est utilisé par France Énergie Marine, par exemple, pour le management des projets collaboratifs qu'ils encadrent. Donc nous, c'est une plateforme qu'on met à disposition de nos partenaires, enfin de nos clients, de nos partenaires, pour le management de projet. On a également une version qui permet de gérer la démarche crédit impôt recherche sur Project Netboard. Voilà, d'autres outils qui vont être plutôt en lien avec le dernier pôle d'expertise que vous voyez ici, donc stratégie, études et design, où on va intervenir sur des stratégies d'accès au marché, des études de marketing, la réalisation d'études de marché qualitatives pour évaluer le potentiel d'une innovation ou encore le management de portefeuille R&D de nos clients. Voilà en quelques mots. Et pour conclure, sur la slide suivante, vous avez quelques chiffres. Donc Apsiski, le siège est basé à Angers. On a des bureaux à Paris, Grenoble, Toulouse, Bordeaux et un bureau à Varsovie en Pologne. On a un petit peu plus de 30 ans d'ancienneté, création en 1988. On accompagne un peu plus de 150 millions d'euros d'aide chaque année pour nos clients. Donc ça regroupe les expertises principalement de montage de projet et de crédit d'impôt. Pour la partie montage et notamment projet européen, donc on a accompagné un peu plus de 1200 projets depuis une vingtaine d'années, projets qui ont été financés et qui représentent un peu plus de 3 milliards d'euros de financement pour nos clients. Voilà, en quelques mots, et donc je redonne la main à Olivier pour rentrer dans le vif du sujet sur le Green Deal. Merci Emmanuel. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, effectivement, sur le Green Deal, et commencer par une présentation un peu générale du Green Deal et de son financement.
Et ensuite, on verra de manière plus détaillée les appels à projets qui sont aujourd'hui en cours et qui ont été publiés assez récemment et pour lesquels il faut proposer des projets pour janvier prochain. Donc le Green Deal, c'est une grande ambition européenne. C'est l'ambition de créer une économie basée sur la résilience climatique et qui a un budget colossal puisqu'on parle de 1000 milliards d'euros pour cette ambition qui vise de manière générale à atteindre une Europe climatiquement neutre en 2050. Et tout ça cette neutralité climatique doit se faire par une croissance économique donc dissociée de l'utilisation des ressources, mais aussi avec une ambition de transition juste et inclusive, de protection, préservation et de consolidation du patrimoine naturel, et de protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques liés à l'environnement. Et donc, avec ces différentes ambitions qui sont ces grands chapitres, c'est autour de ces grands chapitres que va se dessiner les appels à projets du Green Deal. Donc, ça s'inscrit dans une feuille de route de la Commission européenne qui a plusieurs étapes. Donc, on l'a vu, 2050, la neutralité climatique et un certain nombre d'étapes intermédiaires, comme en 2030, où il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été établis. Déjà, un objectif d'accord avec le programme de développement durable des Nations Unies, qui lui-même se fixe un certain nombre d'objectifs. Une réduction des gaz à effet de serre de 50% par rapport à 90 en 2030, augmentation pour atteindre 32% d'énergie renouvelable en Europe, etc., planter des milliards d'arbres. Donc on voit que la Commission a essayé d'avoir des objectifs assez tangibles et mesurables et des jalons intermédiaires jusqu'à l'atteinte de cette neutralité en 2050, neutralité climatique. Pour arriver à tout ça, la Commission travaille dur, et on le voit avec cette slide qui présente tous les programmes de travail de la Commission européenne sur tous ces sujets, donc le pacte vert, la protection de l'environnement, le financement de la transition, la mobilité, les systèmes alimentaires, etc. Et donc, différents groupes de travail sont à la manœuvre pour proposer des feuilles stratégiques de la Commission européenne sur lesquelles va s'appuyer la Commission pour proposer des appels à projets, par exemple, ou même des textes de loi, donc des évolutions législatives pour aller en faveur de cette neutralité climatique, comme la loi climat, la création d'un fonds pour une transition juste, etc. On voit qu'on est à la moitié du chemin, on va dire, sur ces travaux autour de tous ces textes, ces feuilles de route et textes législatifs en octobre, et que tout devrait être finalisé en 2021. La Commission a mis à jour un peu son calendrier suite à la crise Covid, mais il y a un peu de décalage, mais finalement ça tient assez bien les délais qui étaient annoncés au départ, avec quelques mois de décalage, on va dire. Donc concrètement, ce programme Green Deal s'oriente autour de 8 domaines d'action thématiques et 3 domaines d'action horizontaux qu'on a décrits ici. Donc si je les liste, donc il y a la biodiversité, une action qui s'appelle de la ferme à la table, renforcer les ambitions climat, une action sur l'énergie propre, une action sur l'industrie durable, la construction et la rénovation, la mobilité durable et l'élimination de la pollution. Et tout ça avec 3 domaines d'action horizontaux, la coopération internationale, renforcer la connaissance et donner le pouvoir aux citoyens. Et là aussi, les appels à projets qu'on va détailler s'inscrivent dans une de ces thématiques, de ces domaines d'action du Green Deal. Voilà, qui sont listés ici. Donc le prochain call, enfin les calls en cours plutôt, vont mobiliser un budget de 1 milliard d'euros, réparti donc sur ces 11 thématiques, et il y a une vingtaine d'appels à projets, puisque chacune des thématiques a 1, 2 ou 3 appels à projets qui font référence. C'est la première étape. Le plan d'investissement de 1000 milliards sur 10 ans
considérable, s'appuie donc sur différentes sources de financement qui sont décrites sur cette slide. Donc 25% du budget de l'Union européenne sera dédié à des actions Green Deal, ce qui représente 500 milliards. Il y a la création d'un fonds et d'une action pour une transition juste qui devrait mobiliser jusqu'à 143 milliards d'euros. La BEI, les banques nationales d'investissement privé, vont mobiliser par des mécanismes que je ne détaillerai pas ici, des mécanismes de garantie jusqu'à 279 milliards. On attend un cofinancement de la part des États membres à hauteur de 114 milliards et enfin une participation du fonds d'échange de quotas de CO2, quotas carbone, qui devrait alimenter le Green Deal de 25 milliards d'euros. Et si on fait la somme de tout ça, on arrive à peu près à 1000 milliards sur 10 ans. En ce qui concerne le financement de projets innovants, on va pouvoir s'appuyer en particulier sur le budget d'Horizon Europe, qui est donc la suite d'Horizon 2020, qui démarre en 2021 jusqu'à 2027, et pour lequel le budget est en cours de négociation entre les propositions des États membres, du Parlement européen, etc. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore très certain du budget final, qui devrait quand même se situer entre 80 et 90 milliards d'euros. Et donc 35% de ce budget Horizon Europe devrait être dédié à des actions Green Deal. Donc ça fait un peu moins de 35 milliards au final, une trentaine de milliards sur des projets donc financés par Horizon Europe. Le programme LIFE va être promu et augmenté de 72% par rapport à ce qu'il était jusqu'à maintenant. Donc il y a 5 milliards sur la période, toujours 2021-2027, 5,4 milliards pour ce programme. Et vous avez donc les trois thématiques, climat, transition énergétique et nature et biodiversité, qui ont chacun donc des budgets propres qui devraient aller vers des projets Green Deal, donc totalisant 4,1 milliards. Donc voilà, une belle source de revenus aussi, enfin de fonds là-dessus. Et enfin, le programme FEDER et les fonds de cohésion, 30% de ces fonds devraient aller vers des projets Green Deal, donc jusqu'à 108 milliards mobilisés pour ces actions là-dessus. Un petit focus sur Horizon Europe et son organisation qui commence à être bien structurée. Donc là, j'ai mis 85 milliards d'euros sur 2021-2027. Ça devrait en être sûr d'ici la fin de l'année. L'organisation en 3 piliers qui est assez similaire à celle d'Horizon 2020. C'est-à-dire qu'on a un pilier 1 sur plutôt la recherche académique, on va dire, avec le Conseil européen de la recherche et les actions Marie Curie, infrastructure de recherche. Le pilier 2 sur des appels à projets thématiques, suivant les thématiques qu'on voit là, santé, culture, digital, etc. Et puis le pilier 3, qui est la nouveauté, piloté par le Conseil européen de l'innovation, qui a ses propres appels à projets, dont l'EIC Accelerator ou l'EIC Pathfinder, qui commence à être très, très connus puisqu'ils ont beaucoup de succès et qui proposent des financements très intéressants pour les PME notamment. Et le financement également de l'EIT et de toute l'équipe de l'EIT. Nous aurons également 5 missions, donc 4 qu'on peut considérer comme Green Deal, enfin en tout cas Green, voilà, l'adaptation au changement climatique, les Smart Cities climatiquement neutres, un océan en bonne santé et le sol et la nourriture, qui sont 4 missions avec des ambitions assez green. Et puis on va retrouver dans Horizon Europe également des partenariats publics-privés entre la Commission et des groupes autour de thématiques green comme Clean Sky, Fuel Cell, hydrogène et biobase industrie, etc. Et on en vient aux descriptions des thématiques du pôle plus spécifiques. Oui, merci Olivier. Je reprends la parole. Du coup, juste pour vous parler rapidement des thématiques qu'on traite
au pôle mer et qui, vous allez voir, rentre assez bien évidemment dans toutes ces thématiques couvertes par le Green Deal, hein, que nous on veut plus blue que green, mais bon, les deux vont ensemble. Donc, je vous ai parlé de nos 6 domaines d'action stratégique. Donc pour les rappeler très brièvement, donc défense, sûreté et sécurité maritime, navale, ressources énergétiques et minières marines, ressources biologiques marines, environnement et valorisation du littoral, et port, logistique et transport maritime. Donc on aime à dire qu'on couvre quasiment tout le spectre maritime, à l'exception du tourisme, bien que dans la partie valorisation du littoral, bon, ce sont des actions qu'on est parfois amené à accompagner. Et 2 axes transversaux qui rentrent un petit peu dans l'ensemble de domaines, ce qui sont la transition écologique et la transformation numérique. Voilà, des axes qui rentrent dans maintenant beaucoup de sujets. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas détailler, hein, mais donc pour ce premier domaine qui est défense, sûreté et sécurité maritime, vous allez voir que même si ce n'est pas le plus green de ce qu'on peut avoir dans le maritime, il y a notamment un des calls du Green Deal qui s'appelle le jumeau numérique des océans. Et là, on a beaucoup de sujets, notamment dans la maîtrise de l'information, liée à l'intelligence artificielle, le big data, tout ce qui est lié aux données satellitaires. Il faut savoir qu'au pôle mer, on est leader d'un booster, donc qui a pour but de booster l'utilisation des données satellitaires pour tout ce qui est innovation maritime. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut retrouver dans cette thématique jumeau numérique de l'océan, parce qu'il faut utiliser ce type de technologie. Voilà, et puis évidemment, on a toutes les thématiques de capteurs, de robots, les drones, la maîtrise de l'information en fait, hein, qu'on met nous dans cette thématique-là. La slide suivante. Merci beaucoup. Donc là, notre deuxième domaine, ce sera le naval et le nautisme. Donc là, évidemment, à l'heure actuelle, notre accompagnement porte surtout sur deux grands axes, on va dire, le green ship et le smart ship. Donc là, qui rentre complètement également dans ces thématiques Green Deal. Et on promeut également tout ce qui est nouveaux matériaux, notamment les matériaux biosourcés et les nouveaux procédés industriels, notamment tout ce qui est fabrication additive, etc., dans le cadre de la construction de navires. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui seront facilement positionnables dans l'école Green Deal, notamment dans tout ce qui est propulsion des navires, que ce soit de la propulsion électrique. Voilà, la slide suivante. Donc là, pour la partie ressources énergétiques et minières marines, donc là, évidemment, on va parler plus d'énergie marine renouvelable. Et là, on a des calls qui sont quasiment dédiés, hein, notamment les calls 2, donc sur les démonstrations au niveau énergie propre. Donc voilà, nous, on travaille actuellement au pôle mer sur des projets aussi bien éoliens qu'hydroliens. Donc voilà, on continue à accompagner ce type de projet et également tout ce qui est connectivité autour de ces technologies EMR, notamment dans une logique smart grid. Donc voilà, ce sont des choses qu'on accompagne. Ensuite, nous avons donc la thématique ressources biologiques marines. Donc là, ça peut paraître un petit peu à côté, mais pour autant, ça rentre également dans le Green Deal, notamment via le call From Farm to Fork. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver à ce niveau-là, notamment pour toutes les thématiques pêche durable et aquaculture durable. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a également l'habitude d'accompagner, hein, sur plusieurs types de sujets. Voilà. Ensuite, on passe à environnement et valorisation du littoral. Bon, là, j'ai envie de dire, c'est notre domaine d'action stratégique qui est le plus à même d'être lié au Green Deal, hein, parce qu'on parle d'améliorer la caractérisation et la connaissance des écosystèmes. Donc là, ça couvre l'ensemble des domaines, enfin des sujets green, évidemment, vu que maintenant, il s'agit d'implémenter les projets en pleine conscience de leur environnement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on accompagne également au sein de ce domaine d'action stratégique. Et voilà, on accompagne également les porteurs de projets à une meilleure gestion des écosystèmes qui sont notamment sous pression. Donc les littoraux en sont un exemple criant. Donc voilà.
C'est l'avant-dernier domaine. Et enfin, nous avons les ports, la logistique et le transport maritime. Donc là, un petit peu à la manière du Green et du Smart Ship, nous avons le Green et le Smart Port. Donc il a pareil, c'est un petit peu le même type de sujet, étant donné que c'est le port qui doit être en mesure d'accompagner ce verdissement, si je peux dire, de la thématique transport, notamment de navires propres et autonomes et intelligents. Donc voilà, là on tourne beaucoup autour de la thématique hydrogène également, et nous avons un call dans le Green Deal qui est dédié au Green Port. Donc voilà, là on a également de nombreux projets, de nombreux adhérents qui travaillent sur ces sujets-là. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour positionner le contexte, et du coup Olivier va continuer à détailler les appels à projets donc, du Green Deal. Vous allez voir, il a mis des petites vagues pour montrer là où on pouvait mettre du maritime. On peut en mettre dans de nombreux calls. Donc voilà, Olivier, je te relaisse la main. Merci. Donc effectivement, on a mis des petites vagues là où il y avait une couleur un petit peu plus bleue à ces cols verts. Et donc on va les passer un par un. On va s'arrêter sur tous, mais en passant peut-être un peu plus de temps sur ceux qui sont bleus. Enfin voilà. C'est un travail qui n'est pas évident parce que c'est des calls qui sont extrêmement complexes pour la plupart, très longs, avec des ambitions très grandes, avec quasiment systématiquement une approche qui se veut systémique. Donc voilà, il faut pas proposer une innovation, mais un système innovant. Avec une approche également inclusive, c'est-à-dire que pour tous les écoles ou presque, il faut avoir toutes les strates de la société, de l'industrie, de la gouvernance liées au sujet qui sont impliqués dans les projets. Donc on est vraiment sur des gros appels à projets assez ambitieux. Donc on retrouve les domaines d'action qu'on a vus tout à l'heure, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chacun de ces domaines d'action, il y a un ou plusieurs appels à projets, un topic donc, qu'on va donc détailler. Et donc si on commence par ce premier domaine d'action, augmenter l'ambition climatique, qui est décomposé donc en 3 sujets. Premier sujet, prévenir et combattre les incendies extrêmes en forêt avec l'intégration et la démonstration de moyens innovants. Alors celui-là, le titre est clair pour le coup. Alors, sur l'organisation de toutes ces slides, j'ai essayé de mettre donc les mots-clés de ces appels, sachant, encore une fois, que ces appels sont très longs, c'est très difficile de les résumer en une seule slide. Donc le titre ici, en haut à gauche. Ensuite, en dessous, vous avez un cartouche qui vous indique quel type d'instruments financiers est mis en œuvre. Donc sur ce topic 1, on a 2 types de projets, en fait, 2 sous-projets dans des sous-topics qui vont être financés. Une Innovation Action, donc une IA, qui est donc remboursée à 70% et qui devra avoir un budget de 15 à 20 millions d'euros. Et une Coordination and Support Action, CSA, remboursée à 100% et qui a un budget de 2 à 3 millions d'euros et qui finance des projets d'action, de support et de coordination à la Commission européenne, donc qui ne sont donc pas des sujets de développement d'innovation, mais plus des études, des actions de communication, d'études d'impact, etc. Pour ce call, pour chaque call, on aura ensuite le budget, toujours dans la même cartouche. Donc pour l'IA, pour les projets IA, on a 72 millions d'euros dédiés aux Innovation Action, ce qui veut dire qu'on aura, je sais pas, 3-4 projets de IA entre 15 et 20 millions d'euros qui vont être financés. Et on a un budget de 3 millions d'euros pour, donc, a priori, une seule CSA qui sera financée. Et enfin, sur ce call-là, on a un focus qui est mis sur la coopération internationale qui est attendue dans les réponses. Donc, il faudra inclure des pays hors Europe dans ces projets, en tout cas des partenaires de ces pays-là, avec la liste de ces pays qui est citée dans l'appel à projet. Donc ensuite, la description du call.
telle qu'elle est présentée sur le site de la commission, donc avec un challenge qui présente le contexte général. Donc ici réduire l'incendie des feux de forêt, hein, prévenir et gérer les catastrophes environnementales pour réduire l'émission de gaz à effet de serre qu'elles provoquent, sachant que ça provoque 20% des émissions totales, hein, les incendies. Et donc le scope qui décrit les projets qui sont attendus de manière un peu plus détaillée. Donc on veut des projets de recherche, démonstration et déploiement de solutions innovantes pour donc prévenir, prédire, suivre et mitiger les incendies de forêt. Ça, c'est le 1, donc c'est ce qui va concerner le sous-topic 1, Innovation Action. Et puis en 2, on veut améliorer la gouvernance, le management, l'évaluation des risques liés à cette problématique. Donc sous-topic 1 pour l'Innovation Action, une approche systémique développée, intégrée et démontrée dans une diversité d'environnements. Donc les côtes et les îles, les environnements îles sont cités dans l'appel à projet. Et voilà, on doit couvrir toutes les phases de gestion d'incendie et être inclusif, inclure donc tous les points de vue pour que les solutions qui soient proposées soient acceptées par les utilisateurs finaux, les citoyens, les habitants de ces zones à risque. Voilà, avec plusieurs phases donc dans le déroulé du projet qui sont décrites, une phase A de prévention, phase B détection-réponse, phase C restauration et adaptation. Le sous-topic 2 donc pour la coordination and support action, c'est donc des actions de coordination entre les projets qui seront financés dans le sous-topic 1. Voilà. Les impacts attendus, réduire à 0 les décès liés à ces incendies, réduire à 50% les départs de feu accidentels, etc. Donc on a un certain nombre d'indicateurs mesurables sur les impacts qui sont attendus sur ce col. Je passe au suivant. Vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes. Alors on n'est pas forcément très blue ici, je vais peut-être passer rapidement. Donc là on est sur un type d'action RIA, Research and Innovation Action, donc remboursé à 100%, mais qui ont pour but de vraiment développer des nouvelles solutions, produits, services, avec une dimension R&D assez forte. Donc là, vous voyez le type de projet, on est sur une RIA qui est de 53 millions d'euros, et il y a un budget de 53 millions d'euros, donc ça veut dire qu'il y aura un seul projet, a priori de 53 millions d'euros qui va être financé, ou à peu près. Donc c'est juste des projets énormes, 53 millions d'euros. Et on est sur un type de projet qui doit mobiliser ce qu'on appelle du cascade funding, c'est-à-dire que ce projet doit prévoir 60% de son budget pour financer des sous-projets. Donc ça va être un projet qui va lui-même organiser des appels à projets pour développer des innovations, etc. Et faire son propre système d'évaluation et de sélection de ces sous-projets financés via ce cascade funding, qui est considérable. 60% des 53 millions d'euros vont être redistribués à des sous-projets. Et on voit que les sous-projets financés sont quand même des projets assez importants, puisqu'ils auront des budgets de 0,5 à 1,5 million d'euros. Sur le sujet à développer, donc c'est on est dans les villes neutres avec la création d'une plateforme one-stop shop qui regroupe donc des experts techniques, réglementaires, financiers, socio-économiques, etc. pour assister les villes dans leur plan d'action pour le climat. Et on a 1, 2, 3, 4 activités ciblées, donc Climate Action Plan and Green Deal Innovation, donc là de développement de solutions innovantes, Investment Project Preparation and Finance, donc plus sur le financement de la mise en œuvre de ces solutions, l'innovation sociale et l'engagement du citoyen, et enfin l'activité 4, Research and Innovation for Climate Neutral Transformation of City, donc plus de la recherche. Voilà, donc on attend une méthodologie complète en impact pour atteindre la neutralité climatique. Donc beaucoup d'ambition sur ce topic numéro 2. Le 3. Alors
là, on a mis une petite vague. Deux projets, un peu comme dans le topic 1, enfin deux types de projets financés, des Innovation Action, remboursés à 70%, 10 à 15 millions par IA, et une CSA. On a 42 millions de budget pour les IA, donc vous faites le calcul. Une petite, je sais pas, 8-10 projets financés là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce package d'innovation résiliente au changement climatique? Voilà, on veut des approches multidisciplinaires qui intègrent des dimensions technologiques, digitales, économiques, environnementales et menées par l'innovation sociale. Il s'agit de préidentifier et transposer à la plus grande échelle des solutions facilitant le changement sur les principaux systèmes communautaires en vue d'être poursuivi par une mission Europe, qui est la mission qu'on a vue tout à l'heure, qui fait partie d'Horizon Europe, qui est un des grands axes d'Horizon Europe, qui est la mission autour de l'adaptation au changement climatique. Donc il va falloir s'intéresser à un de ces écosystèmes, la santé, l'agriculture, l'eau, ou l'aquaculture, ou la pêche, ou etc. Et proposer pour ces systèmes communautaires des packages d'innovation pour transformer et adapter les régions et les communautés européennes autour de pour adapter ces systèmes communautaires au changement climatique. Donc ça, c'est le sous-topic 1 pour donc les Innovation Action. Et il va s'agir de faire le design, le test et l'amélioration de ces packages en support donc à ce qui sera développé dans le sous-topic 1 via la Coordination Action qui sera également financée. Ok, je continue et on passe au la deuxième action, énergie propre, abordable et sûre. Et on a le premier premier appel à projet sur cette thématique qui est la technologie innovante en matière d'énergie renouvelable terrestre et offshore et leur intégration dans le système énergétique. Donc là, il y a eu quand même une évolution assez forte depuis la première version qui était uniquement sur les systèmes offshore. Et là, avec cette nouvelle version, on a intégré dans les systèmes terrestres. Donc une organisation en deux sous-topics, encore une fois, des RIA en sous-topic 1, des RIA qui chacune devront avoir un budget entre 3 et 6 millions d'euros. Donc le sous-topic 1, c'est le développement de technologies d'énergie renouvelable terrestre et leur intégration dans les systèmes énergétiques. Et des sous-topic 2, des IA, où là, beaucoup plus grand, avec des budgets de 20 à 35 millions d'euros par IA, où là, on est sur donc la démonstration de technologies pour le déploiement d'énergie renouvelable offshore, grande échelle. Donc ça veut dire système de production d'énergie renouvelable en mer, et ou leur intégration au sein d'infrastructures grid, et également possiblement intégrer du Power to X dans les projets. Donc ces gros projets sous topic 2 là, vous voyez, jusqu'à 35 millions d'euros, donc on est sur des gros projets. En termes de TRL, donc ce topic indique les plages de TRL à atteindre, 4 à 5 en fin de projet pour les RIA, hein, par définition c'est quand même plus amont, plus de recherche que sur les IA, et donc 7, TRL 7 en fin de projet pour les IA, donc c'est-à-dire un système démontré et opérationnel en fin de projet. Les budgets, 18 millions pour les RIA, donc je sais pas, 3-4 projets financés, et pour les IA, eh bien 2-3 projets financés, de gros systèmes offshore. Alors je vous ai mis, je ne vous ai pas dit, j'ai mis le lien vers le call tout en bas.
de chaque slide. Toujours dans l'action énergie propre, le topic 2, développer et faire la démonstration d'un électrolyseur de 100 MW, améliorant le lien entre les énergies renouvelables et les applications industrielles. Donc on est là sur un seul topic, Innovation Action de 25 à 30 millions d'euros, un budget de 60 millions d'euros, donc à peu près deux projets financés, des TRL très avancés, donc on veut aller à TRL 8 en fin de projet, donc bon, des projets très matures, qui nécessitent des investissements lourds. Donc ce que dit le call, c'est que les 25 à 30 millions d'euros qui vont être demandés ne devront couvrir que 50% du budget total maximum, au lieu des 70% théoriques qui est applicable sur toutes les autres Innovation Action. Donc le challenge, voilà, produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable via un électrolyseur, ça c'est l'ambition à 2050, 400 à 511 gigawatts. Et donc on a besoin aujourd'hui de faire la démonstration qu'on peut arriver déjà à 100 mégawatts à partir de modules assemblés. On veut la participation du GRC dans ce projet. Et donc, il s'agit d'exploiter, installer un électrolyseur de 100 MW en conditions réelles pendant 2 ans, sur une durée totale de projet de 5 ans. Voilà, il faut avoir une évaluation économique, environnementale, faire de la dissémination par des workshops, impliquer les acteurs de l'énergie, les décideurs politiques, etc. Et donc, il y a une évolution aussi par rapport à la première version qui spécifiait un peu mieux les différents modules à assembler pour arriver aux 100 MW. Là, on a simplifié ça. On n'a plus d'indications sur les capacités des modules à assembler. On précise bien que donc un cofinancement est nécessaire pour ces actions puisque le taux d'aide ne dépassera pas 50%. Voilà. Ensuite, oui, un troisième topic que j'ai lié ici à la domaine énergie, mais qui est lié à accélérer la transition et l'accès à l'énergie propre en partenariat avec l'Afrique. Donc, on a un topic, accélérer la démonstration de solutions énergétiques propres en Afrique et en Méditerranée. Donc, des Innovation Action de 5 à 10 millions d'euros, budget de 40 millions, avec évidemment de la coopération internationale qui est attendue. Donc voilà, l'Afrique a besoin d'innovation pour suivre une voie durable. Et ce qu'on attend dans le scope, c'est la démonstration de solutions énergétiques adaptées à l'Afrique. Des sources d'énergie renouvelables, voilà, génération, transmission, stockage, batterie, intégration en milieu rural et urbain, etc. Je passe rapidement sur celui-ci. Et on arrive au domaine d'action suivant, qui est l'industrie pour une économie propre et circulaire. Et on a 2 topics, je crois, là-dessus. Donc, le premier, fermer le cycle industriel du carbone pour lutter contre le changement climatique. A priori, 2 Innovation Action de 40 millions d'euros sur 5 ans, ce qui est long pour un projet de ce type-là. Et on devrait, on attend des projets qui démarrent à 4,5, à une TRL de 4,5 et qui arrivent à une TRL de 7. Alors, ici, on attend à produire l'énergie en utilisant les émissions de CO2 des industriels. Donc, c'est ce type de système qui est attendu pour transformer ce CO2 en carburant, en produits chimiques, démontrer la faisabilité économique et industrielle de ces opérations et réduire de 30% les émissions de CO2 des industries à forte intensité énergétique. Dans le scope, donc, on veut développer et déployer des technologies innovantes qui permettent d'augmenter de 50% l'efficacité de production de carburants synthétiques par rapport à l'état de l'art, réduire les coûts de production des carburants synthétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, aborder les contraintes financières, réglementaires, environnementales et l'acceptation sociale. Donc, on veut quelque chose d'opérationnel d'ici 2026. Voilà. Et je vais passer au suivant. Topic 2,
plus Blue, démonstration de solutions systémiques pour le déploiement territorial de l'économie circulaire. Des Innovation Action entre 10 et 20 millions d'euros, budget de 60 millions d'euros, TRL 6-7 en fin de projet. Donc ce qu'on veut, c'est booster l'économie circulaire, la rendre centrale dans les villes et les régions et sécuriser les chaînes de valeur des produits clés. Voilà, donc le scope, on veut une coopération avec une initiative qu'il faudra regarder si vous voulez répondre à ce call, qui est la European Commission Circular Cities and Region Initiative, CCRI. Et donc on veut faire une démonstration dans un cluster territorial circulaire. Donc les projets doivent démontrer des solutions concrètes pour le déploiement de l'économie circulaire sur le territoire, dont le cœur est la durabilité, l'inclusivité, la santé, la justice sociale, et qui soit réplicable d'un cluster à l'autre et d'une région à l'autre. Donc on veut des solutions multisecteurs qui incluent de la science, de la technologie, de la gouvernance, des solutions économiques, sociales, environnementales. Alors, ce que j'ai mis, c'est que oui, la chaîne de valeur aquatique n'est plus citée comme clé dans le plan d'action sur l'économie circulaire, dont le lien est donné en dessous, ce qui était le cas lors de la première version de cet appel à projet. Donc la petite vague, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Les bâtiments prochaines donc thématiques, les bâtiments économes en énergie et en ressources, bâtiments économes utopiques, construire et rénover en étant économe en énergie et en ressources. On veut des projets IA, Innovation Action, de 10 à 20 millions d'euros, 60 millions d'euros de budget, et on veut passer d'une TRL de 5 à 7 ou 6 à 8. Donc là, c'est aussi des démonstrations large échelle qui doivent passer par des living labs, donc création et test de au moins 2 démonstrations large échelle, résidentielles et non résidentielles, nouveaux ou rénovés, dans différentes régions d'Europe. Voilà, et on veut la validation du marché et de l'adoption de ces solutions pour les bâtiments par les consommateurs via des living labs qui doivent être implémentés au cours des projets. La mobilité durable. Donc là, 2 sujets. Topic 1, les aéroports et les ports verts, comme plaque tournante pour une mobilité durable et intelligente. Donc là, ça va nous intéresser particulièrement. On veut, ce qui est indiqué dans le code, c'est des TRL élevés, supérieurs à 8. On est sur une Innovation Action, des gros projets à 15-25 millions d'euros sur 4-5 ans, avec un budget de 100 millions d'euros. Ce qu'indique le call, c'est qu'il y aura au moins 2 aéroports et 2 ports qui seront, enfin, 2 propositions de chaque qui seront financées, minimum. Donc on veut rendre les transports moins polluants, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc sur les aéroports verts, c'est une approche systémique très voilà, complète, on va dire, large scale, avec des démonstrations dans des aéroports réels, quoi, sur tous les aspects, transport, terminal, énergie, aspects transversaux. Et sur les ports, pareil, large échelle, real life démonstration sur 5 aspects, minimum des 8 qui sont cités. Donc l'approvisionnement et la production d'énergie à faible émission, la durabilité, enfin démontrer la durabilité et l'innovation au-delà de l'approvisionnement, démonstration d'opérations logistiques sans faille et efficaces, montrer l'effet positif de la numérisation sur l'environnement, des mécanismes d'accès multimodaux, de l'évaluation des conditions des cadres non technologiques, de nouvelles modalités de gouvernance multi-acteurs et d'élaboration d'un plan directeur pour le futur port vert. Voilà, c'est un call qui est très complet. Il devrait y avoir
des ports à la fois maritimes et dans le territoire, avec un port phare et 3 suiveurs, on va dire, qui regardent s'ils vont pouvoir utiliser les innovations testées dans le lighthouse, c'est-à-dire la tête de file quoi, du projet. On enchaîne sur le topic de la ferme à la table, avec un topic, tester et démontrer des innovations systémiques pour une nourriture durable de la ferme à la table, des IA de 6 à 12 millions, 74 millions d'euros de budget, TRL 5-7. Donc voilà, on part d'un fait qui est que 20% de la nourriture produite en Europe est gaspillée et que 10% du gaz à effet de serre vient de l'agriculture. Voilà, et des problèmes de santé publique liés à de mauvaise alimentation. Donc le scope de ces projets est de tester, piloter et démontrer des solutions systémiques innovantes pour les fermes climatiquement neutres, pour un food business neutre, réduire ou optimiser la consommation énergétique dans l'élaboration, la distribution, la conservation et la préparation de nourriture, pour réduire la dépendance aux pesticides et aux antibiotiques, pour réduire le gaspillage et le packaging non recyclable, et pour transiter vers des régimes alimentaires sains et durables. Donc on est sur des approches systémiques, multi-acteurs, transsectorielles, on veut des mix d'innovation sur ces projets. Voilà. Biodiversité et économie et écosystème. Le premier topic, c'est donc restaurer la biodiversité et l'écosystème. Il n'y a pas d'indication de TRL dans le call, mais on est sur un innovation action, donc on s'attend à des solutions assez matures. Un budget de 80 millions d'euros sur ce topic et des gros projets, encore une fois, de 16 à 25 millions d'euros par projet. Donc, ici, on s'attend le challenge, c'est restaurer la biodiversité sur Terre et en mer grâce à des approches durables, résilientes, inclusives et des solutions transposables au niveau européen. Accélérer le changement transformateur par l'intensification de la restauration des écosystèmes. Donc, on veut dans le scope des démonstrateurs large échelle de bonnes pratiques sur la restauration d'écosystèmes, qu'ils soient terrestres, d'eau douce, côtiers ou marins. Montrer comment la restauration de la biodiversité peut être élargie et avoir des retours socio-économiques positifs. Donc avoir des plans de mise à l'échelle de ces restaurations, plans de diffusion, des process pour adopter les solutions de restauration à plus grande échelle, des bonnes pratiques et une évaluation de la faisabilité économique et technique. Ça aura valeur de test pour de futurs investissements dans Horizon Europe. Premier résultat attendu en 2024. Voilà, et on est sur des impacts un peu toujours les mêmes, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Élimination de la pollution, un topic, solution innovante et systémique, zéro pollution pour protéger la santé, l'environnement et les ressources naturelles de produits chimiques persistants et mobiles. 40 millions de budget sur ce topic pour des RIA de 8 à 12 millions d'euros, donc un TRL 4-6. Je vais passer rapidement là-dessus. Il s'agit de protéger la santé, l'environnement et améliorer les connaissances autour de l'impact de ces produits chimiques persistants et mobiles, des solutions pour corriger les problèmes, pour quantifier les produits présents dans la nourriture, le sol ou l'eau potable, et globalement protéger le consommateur. Donc on veut des innovations qui tournent autour de ça. Topic 2, encourager la science réglementaire pour traiter les expositions combinées aux produits chimiques et pharmaceutiques industriels. Des RIA de 4 à 6 millions d'euros, un budget de 20 millions d'euros, donc un topic qui n'a pas un gros budget. Alors on a mis une vague parce que on veut ici proposer une nouvelle stratégie de produits chimiques pour la durabilité avec des préoccupations autour de l'exposition aux produits chimiques via l'air, l'eau, dans la mer, la nourriture, les biens et matériaux, etc.
Donc, on doit proposer des projets de recherche, des RIA, qui doivent démontrer comment de nouveaux outils peuvent identifier, quantifier et prévenir le danger des produits. Donc, des outils de détection, de mesure, des études de cas sur voilà, des marges de sûreté pour protéger les personnes, etc. Voilà, la validation de modèles prédictifs d'exposition à des combinaisons de produits chimiques, ce genre de sujet. L'action renforcer nos connaissances pour soutenir le pacte vert. Donc, nous avons un premier topic sur la capacité des infrastructures de recherche européennes à relever le défi du Green Deal. Donc des RIA qui ont 3 sous-topics là, avec des budgets attendus spécifiques, avec un budget global de 28 millions d'euros là-dessus. Le scope de de cette thématique liée à des infrastructures de recherche. Donc, soutenir le leadership européen sur le stockage d'énergie propre. Donc, c'est un topic orienté accès aux infrastructures de recherche et qui veut financer de la recherche breakthrough qui utilise ces infrastructures sur le stockage. Renforcer les infrastructures de recherche européennes pour l'observation des gaz à effet de serre dans et autour des villes. Donc là, c'est très orienté recherche plus site pilote urbain. Et le troisième sous-topic, c'est l'amélioration de l'observation de la qualité de l'air et de la santé des citoyens dans les zones urbaines. Donc, c'est très orienté réseau de surveillance avec 2 sites pilotes qui devront être voilà, mis en œuvre pendant le projet. Donc, l'impact, c'est la synergie des infrastructures de recherche, leur accès aux usagers, et puis le développement de nouvelles connaissances, nouvelles connaissances et développement d'une nouvelle génération de chercheurs autour de ces infrastructures de recherche européennes. Le deuxième topic, développer des produits et services pour les utilisateurs finaux, pour les parties prenantes et les citoyens soutenant l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Des RIA de 3 à 5 millions d'euros, 25 millions d'euros de budget. Alors ici, on est sur des projets pour informer les citoyens, les preneurs de décision, identifier les options d'adaptation, illustrer les chemins à prendre en termes de production, consommation, planification et mode de vie pour arriver aux objectifs, à savoir construire un savoir solide sur le changement climatique et ses impacts. Je passe rapidement sur ce topic pour aller au troisième qui est plus bleu, qui est l'océan transparent et accessible, aller vers un jumeau numérique de l'océan. Donc là, un seul projet financé, une Innovation Action. Donc le challenge, c'est voilà, on part de beaucoup de données sur les océans et les mers. Et donc, le jumeau numérique de l'océan, c'est la prochaine étape, transformer la data accumulée en connaissances en utilisant de l'intelligence artificielle, connecter et engager les citoyens, les gouvernements et l'industrie, et arriver à des modèles digitaux des océans, interactifs et en haute résolution. Donc, il s'agit de faire ça dans ce projet, supporter le développement de ce jumeau, démontrer son utilité, de la récolte des données jusqu'aux usagers et des services finaux. Voilà, l'impact, c'est avoir au final un outil virtuel et interactif, augmenter la capacité d'observation des mers, avoir une meilleure gestion de la conservation de l'écosystème, améliorer l'engagement du citoyen. Voilà. On va arriver vers le dernier domaine d'action, donner aux citoyens les moyens de passer à une Europe durable et climatiquement neutre. Un topic sur la capacité de délibération citoyenne, de participation au Green Deal, une RIA, enfin plusieurs RIA de 3 à 5 millions d'euros pour un budget de 10 millions d'euros. Je vais passer rapidement sur celui-là peut-être. Donc il s'agit de proposer des outils de participation, de délibération, établir des réseaux transnationaux d'experts, de chercheurs, de praticiens d'organisations citoyennes spécialisés dans la délibération. Voilà,
pour développer ceci. Et topic 2, changement social, culturel et comportemental pour le Green Deal. Pareil, 10 millions d'euros pour des RIA de 3 à 5 millions d'euros. Il s'agit ici d'analyser donc le processus de changement social et comportemental, partager bonnes pratiques, les outils et les ressources et mettre en œuvre une expérimentation sur des questions prioritaires pour concrétiser le Green Deal, en incluant tous les groupes sociaux, les méthodologies du processus, les aspects éthiques, etc. Topic 3, permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique et la protection de l'environnement par l'éducation, la science citoyenne, les initiatives d'observation et l'engagement civique. Un call qui est décomposé en 2 sous-topics, des IA, uniquement des IA, mais pour 25 millions de budget. Donc le premier sous-topic, permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique et le développement durable par l'éducation, développer des connaissances sur le changement climatique dans plusieurs disciplines. Et le deuxième, permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique grâce à une meilleure surveillance et observation de l'environnement et des impacts environnementaux. Donc là, il s'agit d'engager les citoyens dans cette surveillance via un monitoring de leur impact sur l'environnement. Voilà. Et j'en ai fini avec la description de ces différents topics. Je vais faire maintenant un petit focus sur quelques éléments de ces montages de projets. Qu'est-ce qu'il faut valider avant de se lancer dans ce type de montage? Déjà, vous donner l'idée de ce à quoi ressemble une proposition type. Donc ici, vous avez le template de la proposition, donc qui est décomposé en 3 parties, l'excellence, l'impact et l'implémentation. Tout ça doit faire 70 pages. Et donc, vous obtenez une note sur 15 pour cette proposition, avec une note sur 5 pour l'excellence, sur 5 pour l'impact et sur 5 pour l'implémentation. Et c'est comme ça que sont évaluées les propositions sur ces 3 critères. Donc, on n'est pas sur des volumes très, très importants. Mais la difficulté ici, sur ces très gros projets, ça va être justement de proposer une vue claire de ce que va faire le projet, avec sûrement des consortiums qui risquent d'être quand même assez grands vu les budgets qui sont attendus par projet. Donc ça, c'est la partie principale du projet, décomposée donc sur ces 3 critères. Et vous avez une partie sans limite de pages supplémentaires qui va décrire les différents participants, les questions d'éthique et les informations additionnelles qu'on pourrait mettre en annexe, donc dans la partie 4-5. Et puis ensuite, vous avez une partie administrative très simple qui doit être remplie sur l'outil de soumission de la commission. Et pour le coup, c'est beaucoup plus simple qu'un projet national. Il n'y a pas grand-chose à remplir administrativement parlant pour les projets européens. Donc les facteurs clés de succès, ça va être évidemment d'avoir un consortium qui répond parfaitement aux attentes de l'appel à projet. Donc avoir une équipe pendant le projet, mais aussi pendant la préparation, qui soit vraiment engagée, parce que ça va être très challenging de monter ces propositions vu les très grandes attentes qu'il y a autour. Il va falloir être disruptif, se démarquer par rapport à la concurrence, y avoir vraiment des points marquants qui nous permettent de nous différencier par rapport à des approches concurrentes. Il faut des projets avec des objectifs les plus clairs possibles. Là aussi, c'est pas évident lorsqu'on est sur des gros projets avec des consortiums très étendus sur des approches systémiques et inclusives, d'arriver finalement à ce que l'évaluateur ait une vision très claire de ce que veut faire le projet au final. Donc, la définition d'objectifs SMART et la définition d'indicateurs performance clairs va être un challenge aussi dans ces projets. Montrer évidemment qu'on est capable de passer à l'échelle si jamais le projet est un succès et que ça peut être déployable, réplicable à plus grande échelle.
Et enfin, montrer, enfin, toutes les données doivent être basées évidemment sur des faits, et c'est toujours mieux si on est attendu, si on a des témoignages de soutien, des lettres de soutien, de retour utilisateur ou d'analyse de marché qui vont pouvoir étayer la pertinence des solutions qu'on propose dans le projet. Alors, en termes de délai, ça prend un petit peu de temps. Donc, lorsqu'on va soumettre la proposition, donc la deadline, on l'a vu, hein, c'est le 26 janvier 2021. Donc, d'ici là, il va falloir préparer la proposition. On soumet le 26 janvier. Ensuite, la commission va procéder va nommer des experts externes. Il va évaluer ces propositions. Ça va prendre 3-4 mois jusqu'à ce qu'on reçoive donc le résultat, donc le rapport d'évaluation consensuelle des experts avec la note sur 15 de notre proposition. Et si on a la chance d'être sélectionné, on est invité à entrer en négociation avec la Commission européenne pour formaliser l'accord de subvention et donc transformer la proposition de projet qu'on a déposée en accord de subvention et en annexe technique au contrat d'aide. Ça prend, c'est ce qu'on appelle la négociation, et ça prend là aussi un certain temps. C'est plus, je dirais, le temps administratif d'enregistrement des différents partenaires dans le système de la commission qui prend du temps, et également la préparation de l'accord de consortium, du consortium agreement qui devra être signé avant le démarrage du projet, en parallèle à l'accord d'aide. Et c'est un point de vigilance aussi à avoir, c'est qu'il faut bien anticiper la signature de cet accord de consortium, surtout si on est de nombreux partenaires, pour qu'il n'y ait pas de délai dans l'établissement de cet accord de consortium et dans sa signature. Et une fois que tout ça est réglé, eh bien, le projet peut démarrer. Et donc, il va se passer quasiment un an entre le moment où entre aujourd'hui, on va dire, et le financement des premiers projets du Green Deal. Bon, on peut espérer que ça prend un peu moins de un an, mais ça prendra entre 8 et 12 mois en tout cas. Donc un challenge important, c'est la recherche de partenaires. Lorsqu'on est coordinateur d'un projet et qu'on veut composer son consortium pour répondre à ces appels à projets, ou lorsqu'on est partenaire volontaire pour intégrer des consortiums en cours de création, eh bien, c'est de se rendre visible à ces consortiums en proposant son savoir-faire, ses compétences techno. Donc ici, vous avez la liste d'un certain nombre de sites qui proposent justement des services de partnering, de mise en relation, partenaires, coordinateurs, idées de projets. Certains sont thématiques, voilà, en TIC, en nanotechnologie, en transport, etc. Donc d'autres sont plus généralistes. Vous avez tout ça est résumé sur le site horizon2020.gouv.fr en suivant ce lien-là. Vous avez le site de la commission également qui permet d'éditer des profils et de naviguer au sein de profils d'entreprises ou de centres de recherche qui proposent leurs compétences, avec le Partner Search Dashboard de la commission et qui permet de faire ça. Donc des réseaux très, très spécialisés et également le réseau EEN, Enterprise Europe Network, qui est un réseau vraiment européen qui regroupe toutes les régions européennes et qui permet de faire des demandes de compétences qui vont être auprès de votre représentant EEN local, qui va relayer cette demande de compétences auprès de tout son réseau. Et là aussi, c'est assez efficace pour trouver des partenaires. Voilà, j'ai mis un peu le lien vers tous les documents que j'ai cités dans les slides précédentes. Et je crois que j'en ai fini. Merci Olivier. Alors on peut passer peut-être au...
Oui, aux questions-réponses. Donc, il y a eu un certain nombre de questions que j'ai centralisées. Alors, pour commencer, on vous confirme bien que les slides seront mis à votre disposition et, comme le disait Anaïs, le replay du webinaire sera également en ligne. Alors, première question. Pour être éligible, quel est le pourcentage? Alors, c'était une question en tout début de présentation, hein. Quel est le pourcentage de gains énergétiques ou d'amélioration qui est attendu dans le cadre de ce type d'appel à projet? Est-ce que c'est quantifié? Quelles sont les règles par rapport à ça? Alors, il faudra voir quel topic ça concerne, mais effectivement, dans les impacts attendus, qui sont listés dans le topic, il y a des indicateurs clairs qui sont cités, hein, ouais. Donc, il faut regarder l'appel à projet dans le détail et surtout les impacts attendus pour voir si ce qu'on propose est en accord avec les attentes de la Commission. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions complémentaires à les poser sur la fenêtre sur la droite, vous avez une rubrique qui est faite pour. Alors ensuite, on demande qui peut postuler à un projet RIA. Alors, tout le monde Oui. peut je veux dire, en termes de type d'entité légale, c'est ouvert à tous. Que vous soyez privé, public, association, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Donc, je dirais que ça va vraiment dépendre du topic que vous ciblez et du projet que vous proposez pour être le plus pertinent possible. On va dire qu'une RIA va pouvoir être coordonnée par un centre de recherche, alors que pour une Innovation Action qui a pour vocation à être quand même plus proche du marché et à lancer peut-être des produits à court terme sur le marché, ce serait peut-être plus pertinent d'être coordonné par un privé, quoi. Mais cela dit, c'est pas une règle générale et on voit beaucoup d'IA qui sont coordonnés par des centres publics aussi et qui fonctionnent bien. Donc, au cas par cas, il n'y a pas de restriction. Ok, donc une sous-question par rapport à ça. Est-ce qu'une PME ou une ETI peut se positionner en tant que chef de file sur des gros projets tels que ceux qui ont été présentés, notamment en RIA? Oui, il faut avoir une santé financière suffisante pour être capable il y a un chèque qui est fait au moment de la négociation par la commission pour être capable, puisque le coordinateur, c'est lui qui reçoit en fait l'argent de la subvention et qui le redistribue à ses partenaires. Donc évidemment, il faut avoir une certaine solidité financière pour minimiser les risques de la commission par rapport à ça. C'est-à-dire que ne pas partir avec la caisse une fois que le premier versement a été fait, mais ce qui est arrivé, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un chèque qui est fait par la commission. Mais donc il faut être cohérent, quoi. C'est sûr qu'un projet à 60 millions d'euros va difficilement être coordonné par une TPE, mais enfin, il n'y a rien qui l'interdit en fait dans les textes, quoi. Après, il faut quand même que ça ait du sens. Très bien. Une question concernant les budgets qui ont été présentés tout à l'heure sur les projets en IA et CSA. Est-ce qu'il s'agit des budgets pour la France exclusivement ou est-ce que ce sont les budgets au niveau européen? Non, là, on est sur des budgets pour le topic, hein. Donc, si je me remets ici sur le topic énergie, technologie innovante, là, pour l'énergie offshore, donc le sous-topic 2, c'est celui qui concerne justement le offshore. On a 68 millions d'euros pour tous les projets qui vont être financés sur ce topic, sachant que chaque projet devra avoir un budget qui est compris entre 20 et 35 millions d'euros. Mais donc 20 et 35 millions d'euros, ça finance tous les partenaires de ce projet. Très bien. Alors, on a une question, comment entrer dans un projet quand on est un petit acteur? Bon, c'est un petit peu ce que tu as présenté aussi tout à l'heure, justement, sur
avec les liens, je vous invite à les parcourir pour vous identifier auprès des consortiums qui se montent sur les sujets sur lesquels vous aimeriez vous positionner. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens vers les pôles de compétitivité, évidemment, qui sont aussi des relais? Oui, absolument, j'allais intervenir, Emmanuel. Nous, on est là pour ça. Nous et puis les autres pôles de compétitivité présents sur le territoire, évidemment. On a des contacts au niveau d'autres clusters et d'autres organisations en Europe qui nous font des demandes ponctuellement sur une recherche de partenaires par rapport à un consortium qui serait en montage, l'idée par un acteur, je ne sais pas, moi, suédois, allemand et que sais-je. Donc voilà, et nous, on retransmet toujours à nos adhérents qui peuvent être intéressés par la thématique. Donc voilà, et l'inverse est vrai également. Si on a, nous, connaissance parce que parfois, il est difficile aussi de trouver des partenaires à échelle européenne. Donc nous, voilà, on fait cette même demande à nos clusters amis à échelle européenne, et puis on essaie de vous trouver les partenaires adéquats. Et les autres pôles de compétitivité sur les autres thématiques font en général la même chose. Donc voilà. Je voulais vous montrer à quoi ressemble le site de la commission, peut-être. Donc là, je me suis mis sur le topic Land-Based and Offshore Renewable Energy. Et donc, on retrouve ce que je vous ai présenté, donc la topic description avec le challenge, qui est évidemment beaucoup plus détaillé que ce que je vous ai mis. Le scope ici, avec donc la description de chaque sous-topic. Encore, celui-ci n'est pas très long, comparativement à d'autres. Et puis, enfin, les impacts attendus, les expected impacts ici, pour chacun des sous-topics. Ensuite, vous avez une série de documents qui décrivent ce que c'est qu'un projet, comment on doit y répondre avec des guides, etc. Et puis, vous avez ici, vous voyez, un outil Partner Search qui permet de s'inscrire comme un candidat à ces projets-là, en tout cas pour proposer ses compétences sur ces projets. Donc ici, vous voyez que sur ce topic-là, il y a déjà 67 organisations qui se sont déclarées. Et puis ensuite, vous avez le lien vers le bouton qui vous permet de démarrer le process de construction de la proposition et de dépôt. Et si je regarde ici les partenaires qui se sont déclarés, vous voyez que donc on a une petite description à chaque fois de chaque candidat. Et ensuite, à droite, vous avez un lien qui vous permet de prendre contact avec ce candidat. Très bien. Alors, pour rebondir sur la question tout à l'heure d'une PME ou d'une petite entreprise qui serait coordinatrice d'un projet, quel est le niveau de solidité financière qui est exigé? Quels sont les critères qui sont regardés par la commission? Alors là, ça va être une analyse des différents bilans financiers de l'entreprise. Si elle demande plus de 500 000 €, il y a un chèque financier qui est fait. Alors très précisément, je ne saurais pas vous dire. Voilà, il ne faut pas que l'entreprise soit en difficulté, quoi. Après, si ça pose problème à la commission d'accorder un montant de subvention trop grand, souvent, pendant la négociation, on va pouvoir ajuster les choses. Donc, par exemple, changer de coordinateur et choisir au sein du consortium quelqu'un qui a une solidité financière plus grande si jamais le coordinateur qui était au départ est vraiment trop léger. Mais la commission, en fait, ça ne va pas jouer au moment de l'évaluation du projet, ça va jouer au moment de la négociation. C'est-à-dire, une fois que le projet est accepté, si on s'aperçoit en cours de négo que la santé est trop fragile, il va falloir trouver une solution, et souvent elle est trouvée au sein du consortium en faisant remonter finalement un autre partenaire en tant que coordinateur. Mais ça ne va pas empêcher le projet de se faire, ou ça ne va pas être un point négatif à l'évaluation du projet. Pour illustrer ça,
Pardon, vas-y Anaïs. Oui, je disais que sur le site de la commission, on trouve, alors il faut fouiller un petit peu, mais il y a des outils de vérification de la capacité financière. Donc on peut montrer quelques données, mais ça vous permet de savoir assez facilement si vous êtes éligible ou pas, ou en tout cas si vous présentez quelques failles ou pas. Donc c'est pas forcément très très visible sur le site de la commission, qu'il faut quand même maîtriser un petit peu. Mais voilà, si vous avez le moindre doute, vous vous rapprochez de nous et puis on vous enverra les liens pour faire ces petites vérifications. Et donc oui, juste pour illustrer ce que disait Olivier tout à l'heure, ça nous est par exemple, nous, arrivé à Ptiski d'être sollicités pour prendre le lead à la coordination de projets sur lesquels on était positionné en tant que partenaire. Alors ça, c'était plutôt pour le programme cadre précédent, c'était le projet FP7, hein, c'est bien ça Olivier. Mais voilà, ouais. Voilà, c'est arrivé. Moi, j'ai vu des cas de gros projets portés par des très petites entreprises, mais je pense que c'est pas non plus la configuration idéale. C'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre à la place de l'évaluateur qui reçoit ces propositions. On est sur des projets quand même très gros, avec très risqués, puisqu'il y a beaucoup d'innovation dedans, etc. Il faut se mettre à sa place. Il va peut-être avoir quand même plus confiance sur la pérennité du projet si c'est porté par une entreprise qui est solide, qui a un track record important, etc., que si c'est porté par une TPE, quoi. Donc, mon conseil, c'est ça. Mettez-vous à la place de l'évaluateur pour vous positionner. Très bien. Alors, on a beaucoup de questions, hein. Désolé si je les présente pas les unes après les autres chronologiquement, mais j'essaye de les regrouper par sujet. Donc là, on a toute une thématique par rapport aux partenaires. Alors, premièrement, faut-il obligatoirement avoir des partenaires européens? Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il faut au minimum trois partenaires provenant de 3 pays différents. Pays États membres ou associés. Et alors, on a une question assez liée. Est-il obligé de partir avec un consortium pour répondre? Peut-on s'inscrire dans un projet IA tout seul? Non, tous les projets là, IA, RIA ou CSA, enfin non pas CSA, mais IA et RIA, il faut avoir 3 entités indépendantes provenant de 3 pays différents à minima. Et vu les budgets qu'on voit ici, on sera plutôt sur des programmes avec, même sur les petits projets, avec minimum, je dirais, 6 à 10 partenaires. Et je pense que ça va monter à beaucoup plus sur les gros projets, à plus de 20 partenaires. Alors peut-être une exception, mais qui n'est pas liée directement au Green Deal, mais sur le IC Accelerator, où on est aussi sur des financements IA, mais pour des entreprises seules, où là on n'est pas dans le cadre d'un consortium, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est un autre sujet, c'est très exceptionnel dans l'environnement des projets européens. C'est un topic, enfin un type de projet très particulier. Mais là, sur le Green Deal, c'est que des projets collaboratifs. Donc, et on est sur des approches systémiques, inclusives, etc. Donc, on s'attend à avoir des consortiums importants puisqu'il faut avoir des représentants de toutes les couches attendues dans les topics. Donc, il faut des PME, il faut des centres de recherche, il faut des associations, il faut des etc. quoi. Et donc toujours question consortium, une question qui est revenue à plusieurs reprises. Qu'en est-il du Royaume-Uni? Alors le Royaume-Uni, tant qu'il respecte ses obligations, il est éligible en tant que partenaire. Il n'est plus État membre ni État associé, donc il ne fera pas partie des 3 pays qui permettent d'avoir 3 pays pour être dans l'éligibilité des 3 pays. Mais à part ça, aujourd'hui, il y a des projets qui sont déposés avec des partenaires UK qui sont financés, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils continuent à respecter leurs engagements sur Horizon 2020. Et là, on est dans le cadre d'un projet Horizon 2020, en fait, avec ces calls Green Deal, ce seront les derniers calls Horizon 2020.
Très bien. Alors ensuite, on demande, est-ce que le démonstrateur, alors c'était en réaction à une partie de la présentation, est-ce que le démonstrateur doit être obligatoirement réalisé en Europe? Par exemple, peut-il être installé en Asie du Sud-Est, Indonésie en particulier? Il faudrait regarder le topic en particulier et le lire vraiment dans tous ses détails pour répondre à cette question. Mon sentiment personnel, c'est que c'est mieux si c'est en Europe quand même, mais est-ce que c'est une condition d'éligibilité? Ça reste à démontrer. Je pense que oui, puisqu'on est sur déjà sur des partenariats européens, donc il faut que ça finance, enfin, que ça génère de la croissance et des impacts sur les territoires européens. Donc, je pense que c'est quand même essentiel que ça se passe en Europe, mais encore une fois, il faut vraiment regarder dans le détail le code. J'aurais tendance à dire Europe quand même, parce que dans le challenge, il parle quand même in the European Union, Donc c'est vraiment pour réduire l'impact et pour augmenter la décarbonisation de l'Europe. Donc je veux dire, si on lit un petit peu le call, ce ne sera peut-être pas une condition d'éligibilité en tant que telle, mais quand on lit, c'est induit, quoi. Très bien. Alors ensuite, on a des questions un peu plus spécifiques sur certains topics, notamment le Greenport. Est-ce que dans ce cadre-là, alors quels sont les types de financement distribués aux fellows? On a parlé peut-être. Alors sur le Greenport. Il y a une autre question sur le Greenport. Je vais peut-être commencer par celle-là, qui est si on a connaissance de consortium en cours de montage. Voilà, c'était la deuxième question sur le thématique. Donc, justement, c'est vraiment, on a connaissance de consortium. On a surtout connaissance de ports qui veulent monter ou qui sont en discussion, aussi bien en tant que Lighthouse qu'en tant que Fellow Port. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est encore à des stades de projets qui ne sont pas, les consortiums ne sont pas complètement constitués. Après, voilà, on sait que les ports de Marseille, de Bordeaux, de Nantes-Saint-Nazaire, de Brest, voilà, il y en a beaucoup qui veulent monter, assez peu, parce que c'est, mine de rien, c'est assez, c'est un rôle vraiment prépondérant. Il faut prendre le lead d'un projet, etc. Et ce qu'on a dit, hein, c'est pas neutre. On sait que Marseille, a priori, partirait en Lighthouse. Voilà, donc nous, on est directement en relation avec le ministère, justement, qui suit de très près ce call Greenport pour essayer de faire en sorte que les ports français soient les mieux représentés dans les consortiums qui vont déposer. Et a fortiori, on espère avoir des ports français qui sont dans les projets lauréats. Voilà, donc il faut se rapprocher de nous pour qu'on puisse faire les mises en relation, si tant est que vous avez des velléités à répondre sur ce call. Et ensuite, les ports fellows, ils ont exactement les mêmes conditions d'aide que les ports Lighthouse. C'est à l'échelle du call, donc ils ne sont pas moins d'aide que les ports Lighthouse au niveau du taux. On a ensuite des questions sur le topic Farm to Fork, pardon. Est-ce que les dépenses éligibles peuvent inclure de l'équipement pour les prestataires? Bon, je pense qu'on peut étendre ça à tous les topics, hein, c'est la même règle de toute façon. L'équipement, c'est l'amortissement de l'équipement qui est éligible sur les projets européens. Donc, c'est pas l'achat, c'est son amortissement comptable au prorata de l'utilisation de l'équipement dans le projet. Et donc, toujours dans le topic From Farm to Fork, il faut absolument cibler un seul scope. Est-ce qu'il y a de l'information précise dans le call sur chaque scope? Oui, là, ce que j'ai mis, c'est vraiment un résumé, hein, donc il faut aller regarder dans le topic où il y a beaucoup plus de détails que ça. Parfait. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un topic lié au biocarburant? Biocarburant, il y a le topic, il y a quoi? Il y a industrie. Énergie propre. Ouais, c'était où? Il n'y a pas un subtopic?
Non, sur l'industrie circulaire, là, non? Attendez. Après, vraiment, le sujet pointé comme ça en tant que tel, bon, après, il peut rentrer dans des sous-topics, notamment sur les smart mobility, etc. Ouais, non, les biocarburants, ouais, non. Là, c'est topic sur la transformation du CO2, enfin, l'utilisation du CO2 pour transformer en carburant. Mais on n'est pas sur du biocarburant à proprement parler. On a une nouvelle question. Est-ce qu'il serait possible de transmettre les programmes à la date? Donc, ce qui a été publié, ou en tout cas les drafts peut-être des work programmes à notre disposition. Là, le dernier, c'est la version du 17 septembre. Enfin, le work programme, il est sorti. Voilà, ça fait un bon petit livre de chevet. Je vous incite à le télécharger. Vous avez l'ensemble, comme ça, vous avez tous les topics dedans. Mais on pourra envoyer le lien de téléchargement avec la présentation à la suite du webinaire. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et l'ensemble des liens, de toute façon, c'est disponible dans la présentation. Donc là, on n'est plus sur du draft, hein, on est sur ces topics-là, on est sur ça ne bougera plus jusqu'à la soumission, on est sur une publication officielle. Hein. Et ils sont disponibles, oui, en bas de chaque slide, vous avez le lien vers le topic. Chaque appel à projet. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'espère ne pas être passé à côté de certaines d'entre elles, mais je pense que tous les sujets ont été abordés. Absolument, et on est à peu près dans les temps, donc c'est parfait. Très bien. Nouvelle question, combien de partenaires de chaque pays? Voilà, le seul critère, c'est 3 pays, 3 partenaires indépendants provenant de 3 pays, c'est le critère minimum. Après, il faut composer un consortium qui soit adapté à l'ambition du topic. Donc, il n'y a pas de règle particulière. C'est vraiment en fonction du projet. C'est bon? Merci. C'est des remerciements. J'attends de voir si on a quelques questions supplémentaires. Oui, des remerciements. Mais merci à tous pour l'animation déjà, Anaïs et Olivier, toutes les personnes qui ont posé des questions et qui ont écouté cette présentation. On reste tous à votre disposition, évidemment, comme le disait Anaïs, si vous voulez rentrer plus dans le détail, peut-être par rapport à des projets spécifiques que vous avez ou des questions plus précises. Anaïs, je ne sais pas si tu veux conclure peut-être, Olivier. Je veux conclure en vous remerciant. Heureusement, comme en juin dernier, c'était très clair. Et voilà, merci à vous deux pour le décryptage de ces calls Greenville. Merci à tous et bonne chance si vous souhaitez participer à ce projet. Et il y a nos coordonnées à la fin de la présentation. Donc voilà, on vous envoie tout ça en fin d'après-midi ou demain matin ou plus tard. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.